Ouais, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, tout protocole pris en compte avec l'autorisation de Monsieur le secrétaire général académique de l'Université des sciences de l'information et de la communication, représentant Monsieur le recteur. Je salue votre présence en ce lieu, en ce jour où nous sommes venus pour la clôture des activités de la journée mondiale de la liberté de la presse à l'hémicycle. Sur ce, je voudrais tout de suite dérouler l'agenda de notre journée. Nous allons commencer par les hymnes national, qui sera suivi de notre hymne de la communication, hymne de l'hémicycle. Après les hymnes, nous aurons le mot de bienvenue du comité de gestion, qui sera dit par Monsieur le secrétaire général académique, le professeur Jean-Marie Vianney Longonia. En même temps, Monsieur le secrétaire général académique va aussi présenter les intervenants qui sont venus animer cette journée. Après la présentation des intervenants, nous allons passer aux différentes communications qui se feront dans l'ordre CAP. Il y aura d'abord Monsieur le doyen de la faculté de presse, information et communication, le professeur ordinaire Philippe Ntonda, qui va faire un cadrage scientifique. Après le doyen, il y a l'assistant Patient Ligodi, DG de actualité.cd et correspondant de RFI en RDC, qui va nous livrer son expérience. Il sera suivi par l'assistant Giscard Koussema, sous-directeur de la presse présidentielle. Et après notre ami Giscard, son Excellence le ministre de la Communication fera sa communication. Et que lorsque nous aurons terminé cette partie, nous allons avoir un intermède musical, tout ça pour lier l'utile à l'agréable. Après l'intermède musical, nous passerons au débat, aux échanges d'interactions, tout ça. Et après le débat, viendra le mot de clôture qui sera dit au nom de Monsieur le recteur par Monsieur le secrétaire général académique. Après, ce seront les hymnes. Et après les hymnes, nous aurons notre photo souvenir. Et puis, ce sera la fin, comme dirait Monsieur le recteur Kouajik. Nous invitons Monsieur le secrétaire général académique à bien vouloir rejoindre la tribune. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Je suis très heureux de vous voir si nombreux et si nombreuses. Parce qu'aujourd'hui est un grand jour, Excellence Monsieur le Ministre.
Un certain 28 mai 1974, je parle belge, un certain 28 mai 1973, est né ce qui s'appelait l'Institut des sciences des techniques de l'information, ici en sigle, qui deviendra aujourd'hui UNISIC, en passant par le fait d'être IFASIC pendant très très longtemps. Et que donc aujourd'hui, le 28 mai 2024, nous sommes en droit de fêter nos noces d'or. Nous fêtons nos 50 ans d'existence et c'est effectif. Ma joie, c'est de vous voir si nombreux et si nombreuses. Non pas seulement pour venir voir le ministre Mouyaya, qui est un enfant maison, que nous avons moulu d'entre nos mains, et nous disons notre fierté. Et je crois que vous serez d'accord avec moi qu'il mérite d'être applaudi. Ces applaudissements, monsieur le ministre, ce sont les applaudissements d'une salle conquise. Ces jeunes gens sont venus vous voir pour croire que vraiment, ils peuvent être jusque là où vous êtes aujourd'hui. Mais ils sont venus aussi pour apprendre, puisque nous clôturons aujourd'hui la journée mondiale de la presse. Nous avons voulu clôturer cette journée-là de notre façon à l'UNISIC. Parce que chaque journée internationale est une occasion pour ceux qui s'assemblent d'informer le public sur des thèmes liés à des enjeux factuels majeurs, comme le droit fondamental de la presse, le droit de l'environnement, les développements durables ou la santé, toujours dans des domaines précis et ou choisis d'une société, pour ne pas dire de l'État donné. Cette année 2024, l'UNESCO a choisi comme thème de célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse, inspirée certainement depuis la proclamation de celle-ci par l'Assemblée générale des Nations Unies le 3 mai 1993, et suivant la déclaration adoptée lors de la 26e session de la conférence générale de l'UNESCO. Celle-ci, c'est-à-dire la 26e session de la conférence générale de l'UNESCO, a été appuyée par des journalistes africains, par une déclaration pour réclamer de leurs États plus de pluralisme et de l'indépendance des médias. On parle de la déclaration de Windhoek, capitale de la Namibie. Je voudrais, Excellence, Monsieur le Ministre, au nom de Monsieur le Recteur magnifique, comme je l'appelle, le professeur émérite Jean-Richard Kamba-Iwacha, qui s'est excusé, puisque physiquement il n'a pas pu être avec nous, il revenait, pour ceux qui ne le savent pas, d'un grand colloque qui a été organisé en son nom par l'Université de Mbuji-Mayi sur tout ce qu'il a produit comme articles scientifiques, comme livres, face aux défis de la société. Et que donc, vu son âge respectable et les circonstances familiales qu'il a trouvées, il n'a pas pu se déplacer et il m'a chargé de s'excuser auprès de vous, puisque ce n'est pas tous les jours qu'un ministre se déplace. Mettons de côté ces charges, c'est aussi une élégance sur laquelle nous avons insisté pour venir s'assembler, échanger en interaction avec ses alumni, c'est-à-dire ceux qui, comme lui, sont formés à l'alma mater, je cite l'UNISIC. Je voudrais, chers amis, rappeler ici que, bien que l'UNESCO ait choisi de toujours fixer un thème à chaque célébration de cette journée, il s'organise de manière récurrente plusieurs événements. Ce n'est pas interdit à cette occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. D'ailleurs, la déclaration de l'UNESCO admet que, et je cite, « pour construire une société démocratique, la prise de conscience de tous les aspects de la crise environnementale mondiale et ses conséquences est essentielle, et que le travail journalistique, en l'occurrence
est indispensable dans la réalisation de tout cela. Ça a été le cas du 2 au 4 mai passé de cette même année au Centre culturel Gabriela Mistral de Santiago au Chili, où la 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse a été consacrée au rôle significatif joué par la presse, le journalisme, l'accès et la diffusion de l'information pour assurer un avenir durable qui respecte le droit des individus, leur diversité de voix et l'égalité de genre. Cette année, l'UNESCO a fixé comme thème l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. Eh bien, lorsque je peaufine le dictionnaire, je vois que ce qui est environnemental signifie aussi l'ambiance. Juste l'année 2023, ça fait plusieurs journalistes qui ont connu ces situations difficiles, mais particulièrement dans 3 provinces. Donc on a la province du Nord Kivu, avec 24 atteintes à la liberté de la presse. Ensuite viennent 2 provinces, on a la province de l'Ituri, avec 10 attaques contre les journalistes. Et on a également la province de Kinshasa avec 10 journalistes qui ont également été attaqués. Alors pourquoi je donne cette illustration? Vous allez remarquer que pour la province du Nord Kivu et pour la province de l'Ituri, c'est des zones où on a une grande conflictualité, donc on a de grandes violences. Pour la zone, pour le Nord Kivu, vous avez cette conflictualité liée notamment au M23. Vous savez qu'il y a certaines chaînes ou stations de radio de Kinshasa qui ne peuvent pas peut-être, par exemple, émettre jusque dans les zones qui sont contrôlées par le M23. Il y a des journalistes qui étaient dans le Massissi, qui étaient dans le Rutshuru, qui ont fait les déplacements de Goma, qui sont aujourd'hui pris en charge par des organisations à Goma et qui ne peuvent pas faire leur travail. Vous avez également la situation à Ituri où vous avez cette conflictualité liée notamment à la Codeco qui également fait de la pression sur des journalistes. Et curieusement, pour Kinshasa, vous avez cette fâcheuse habitude que nous avons de s'en prendre aux journalistes. Et curieusement, sur le 26 provinces, Kinshasa vient quand même en 3e position. Cela peut s'expliquer par le fait qu'on a une concentration des partis politiques, de l'activité politique en RDC. On a une concentration également de quartiers généraux de partis politiques ici, mais aussi de médias ici. Et il y a des zones où c'est pratiquement difficile de pouvoir se mouvoir quand on est journaliste ici. Je peux citer des zones qui sont compliquées, par exemple les frontières. C'est très difficile de pouvoir faire son travail quand on va par exemple au niveau du Bichirobila. Également le siège de certains partis politiques. Il y a curieusement aussi certains sites universitaires, comme par exemple l'UNIKIN. C'est très difficile quand il y a par exemple des revendications là-bas pour des journalistes de pouvoir y accéder. Il faut développer des stratégies pour notamment se faire accompagner là-bas. Un autre problème aussi, c'est un rapport avec la mobilité des journalistes. Par exemple, moi pour aller à Yumbi, j'ai dû utiliser par exemple un hélicoptère de la MONUSCO. C'est compliqué, c'est difficile de pouvoir s'y rendre quand on est journaliste qui travaille pour la presse locale et même quand on est journaliste qui travaille pour la presse étrangère. Donc il faut toujours se faire embarquer dans un moyen de locomotion de la MONUSCO. Maintenant que la MONUSCO a été amputée de certains de ses moyens, notamment des hélicoptères ukrainiens, c'est devenu de plus en plus difficile. Pour aller à Ro, qui est en plein Ituri, dans les Djougou, là également vous avez ces moyens de locomotion qui parfois sont utilisés. Moi j'utilise l'hélicoptère de la MONUSCO, c'est très difficile. C'est-à-dire aujourd'hui quand vous enlevez la MONUSCO, pour les défenseurs des droits de l'homme, pour les journalistes et parfois même pour les officiels, c'est très compliqué de pouvoir se mouvoir dans ce pays. Mais la situation n'est pas aussi noire que l'on peut tenter de l'exposer, mais c'est notre situation. J'ai cité par exemple quelque chose qu'on n'avait pas dans ce pays, ce qui est en fait la criminalisation de la rétention de l'information publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une information est qualifiée d'intérêt public, un officiel ne peut pas
décidé de ne pas donner accès à un journaliste quand il en a besoin dans le cadre de son travail. Ça, c'est un. Malheureusement, cette mesure-là qui est contenue dans la loi n'est pas connue, par exemple, de tous les officiels, ce qui fait en sorte que, quand bien même vous répéterez ça à une source, c'est toujours difficile pour cette source-là de pouvoir partager avec vous des informations, j'insiste, sur le thème intérêt public. Mais c'est une avancée puisque c'est dans la loi. Maintenant, il va falloir que l'on puisse aller dans la sensibilisation, dans le plaidoyer pour qu'on arrive à le faire. Et puis, parmi les éléments qui restent à faire dans ces chantiers également, la loi sur l'accès à l'information publique, qui depuis des années est toujours au niveau de l'Assemblée nationale, qui n'est pas programmée. Ça, avec notamment les députés qui viennent notamment de notre secteur de la presse, qui sont là, je crois que c'est un moment d'essayer de mettre la pression davantage pour que cette loi-là puisse être mise à l'agenda pour qu'on arrive notamment à compléter ces nouveaux cadres légaux. Réparer une faute déontologique qu'aurait commise un journaliste, pour limiter les nombres, notamment des journalistes qui sont arrêtés dans le cadre de l'exercice de leur travail. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais ça, c'est dans les cadres du travail que nous devons faire nous tous. Le travail qui doit être également complété avec l'instance d'autorégulation qui attend toujours son congrès. Le ministre nous avait dit qu'il y avait de l'argent pour organiser ces congrès-là, ce qu'on attend toujours. Mais il y a également un autre travail qui doit être fait au niveau de la régulation de médias, qui doit intégrer, qui doit se mettre au pas de la nouvelle, du nouveau cadre légal. Monsieur Patient Ligodi, plus patient que patient, tu meurs. Alors, nous allons inviter l'assistant Giscard Kosema, directeur de la presse présidentielle, et l'un des fondateurs de Digital Congo. Ça, je retiendrai toujours. Monsieur Giscard. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la parole. Je voudrais avant toute chose féliciter les comités de gestion qui ont pris cette très belle initiative. Je suis de ceux qui ont toujours pensé que les cursus universitaires est fait de cours que nous recevons, nous donnons au niveau des auditoires, d'une part, mais aussi d'autre part, la participation aux réflexion collective comme celle-ci. Merci, professeur, de ces statuts particuliers à l'occasion de ces colloques qui marquent à la fois les cinquantenaires de l'IFASIC, mais aussi la clôture de la série d'activités dans le cadre de ces cinquantenaires, mais qui coïncide aussi avec la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Donc beaucoup de choses qui ont été combinées en une. On essaiera d'être assez bref pour permettre aux étudiants qui sont, à mon avis, pressés de prendre la parole, de pouvoir nous interroger sur ce que nous faisons. Alors, en liminaire, qu'est-ce que nous avons fait? Lorsque nous sommes arrivés à la tête de ces ministères de la communication et des médias, nous avions évidemment des responsabilités à 2-3 niveaux. Le premier niveau, c'était de regarder l'écosystème de manière générale, parce qu'on devait être en mesure de poser le bon diagnostic. Lorsque vous arrivez aux responsabilités et pas aux affaires, parce que très souvent, on a coutume de dire qu'ils sont aux affaires. Je considère que le vocable d'affaires n'est pas approprié lorsque vous êtes appelé à servir au gouvernement, parce que vous êtes d'abord censé être au service. Et donc il fallait faire l'état de lieu de la question, de la pratique du journalisme et de l'état de lieu même de l'exercice de la liberté de la presse en elle-même, d'une part. Ensuite, il fallait regarder l'autre volet de la question, la dimension de la communication à l'échelle du pays. Je veux vous dire tout de suite que le Congo est un pays mal présenté. J'ai envie de dire mal présenté d'abord aux Congolais, mais ensuite mal présenté de l'extérieur. Ceux qui parlent le plus du Congo à l'extérieur, c'est des journalistes et les ONG. Je suis désolé, les bonnes nouvelles ne nous intéressent pas. Je me souviens que j'étais dans l'auditoire à ma droite. On nous disait, l'événement, c'est pas lorsque le train arrive à temps. L'événement, c'est lorsque le train arrive en retard. L'événement, c'est pas lorsque le chien mord un homme, mais c'est peut-être lorsque l'homme mord des chiens. Et donc, pour vous dire que l'essence du métier du journalisme, c'est de se focaliser ce qui ne fonctionne pas toujours bien
dans une société. Parce que le métier, justement, c'est le métier qui apporte la contradiction, qui permet à ceux qui sont au pouvoir d'utiliser les médias à leur disposition pour le changer. Pour ce qui concerne l'écosystème de manière générale, il fallait parachever ce qui a commencé sous mon prédécesseur Jolino Makelele, à savoir des travaux sur les États généraux. Pourquoi on a fait les États généraux? Parce qu'il fallait qu'on s'interroge dans un contexte où la loi qui régissait les secteurs datait de 1996. Alors, je ne sais pas combien d'entre nous, je parle français et pas belge, monsieur le secrétaire général académique. Alors, je ne sais pas en 1996 combien d'entre vous étaient déjà nés. Et vous savez, le métier de la communication est un métier qui est en permanente évolution. Il suffit de suivre les vocables ou les noms de notre université, comment il a pu évoluer dans le temps. C'est vous dire aussi que c'était un métier qui était en permanente évolution. Donc il était question pour nous de nous asseoir avec l'apparition des nouveaux acteurs comme les médias en ligne, parce qu'il n'existait pas au régime de 96, qui était à l'époque un régime répressif, parce que 96, ça rappelle les années des dictatures du maréchal. Il fallait regarder ce que sont aujourd'hui les radios communautaires, les radios confessionnelles. Il fallait essayer de couvrir d'autres métiers qui se rattachent au journalisme, parce qu'aujourd'hui, les journalismes étaient un peu un métier, je ne dirais pas en voie de disparition, mais c'est un métier qui est constamment en compétition. Il suffit aujourd'hui, à travers votre smartphone, avoir une page YouTube, interroger 2-3 personnes, les poster pour qu'on vous assimile aux journalistes. Et pourtant, nous passons des années dans cette université pour apprendre les BAD de ces métiers qui ne s'exercent pas sans éthique. C'est pour ça qu'il existe un code d'éthique et de déontologie. Et donc pour nous, il fallait refaire la fondation. Heureusement pour nous, nous avons eu un allié de taille qui s'appelle le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a prouvé par sa présence à toutes les grandes activités, à tous les grands moments de journalistes, qu'il tenait à ce que ces secteurs, qui sont les piliers de la démocratie, puissent pleinement connaître son essor. Et donc nous avons, à travers les États généraux en janvier 2022, réuni tous les professionnels du métier pour réfléchir sur les bases qui devraient faire les nouveaux écosystèmes de la pratique du journalisme et de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Le point majeur justement de ces États généraux, c'est l'ordonnance loi qui vous est distribuée présentement, qui porte mon nom, je ne sais pas pourquoi, peut-être que les journalistes pourront expliquer pourquoi ils ont voulu la baptiser la loi Mouyaya. Et donc là-dedans, ce que nous avons voulu faire, et de façon il l'a abordé tout à l'heure, c'est de recréer les conditions d'un espace qui permette aux journalistes d'être plus libres. La première chose que nous avons voulu faire, c'est même dans la définition du journalisme, parce qu'aujourd'hui, c'est un verrou qu'il faut mettre. Le métier aujourd'hui, c'est qui représente les métiers dans la plupart des cas. Ce ne sont pas des personnes qui sont passées par ici, mais c'est des personnes qui ont une certaine audience, qui sont consommées par un public, mais qui malheureusement n'est pas toujours au courant de ce que doit constituer le profil de ceux qui prennent la parole devant les médias. De ces points de vue, nous avons évidemment un effort à faire, mais je dois dire que depuis l'arrivée aux responsabilités du président de la République, nous avons gagné à titre indicatif à peu près 24 places au classement de Reporters sans frontières. C'est vous dire la marge de progression que nous avons faite. Mais c'est vous dire aussi que nous avons amélioré notre indicateur pour ce qui concerne la liberté d'expression, parce que c'est des indicateurs. Par exemple, nous travaillons avec le gouvernement américain dans le cadre du programme Millennium Challenge Corporation, où l'exercice de la liberté de la presse est un des points à partir duquel on apprécie l'évolution d'un pays. Et de ces points de vue, nous avons beaucoup avancé, même si nous devons terminer justement dans cet attelage avec la loi d'accès à l'information, qui, de mon point de vue, n'a pas été comprise au départ, parce que même si elle était adoptée aujourd'hui, ce n'est pas demain que vous allez à la Banque centrale, on vous donne toutes les données. Encore qu'après son adoption, il faut qu'on soit en mesure de travailler pour sa compréhension et pour son implémentation au niveau de toutes nos administrations. Les aspects de l'écosystème. Et bien évidemment, vous avez suivi que nous avons fermé certains médias, non pas parce qu'on avait simplement la volonté de les fermer, et je pense qu'on doit encore en refermer, parce que ces médias ne répondent pas aux conditions requises pour être un média. Ne devient pas média qui veut. Si vous voulez investir dans les secteurs de médias, vous devez payer les prix. Si nous devons faire un contrôle administratif
Parce que nous, ce qu'on a voulu, c'est de faire d'abord un contrôle technique, parce que beaucoup des médias émettent à partir de laptop. Vous êtes à Binta, à partir de votre laptop, avec une playlist. Un média ne fonctionne pas comme ça. Vous devez au minimum avoir un studio. Vous devez au minimum avoir un faisceau et un émetteur. Ou lorsque nous venons, nous pouvons être sûrs que les directeurs de publication ou les directeurs de programme, c'est des gens comme vous qui sont passés par les FASIC et qui connaissent les DRA du métier. Malheureusement, comme nous sommes un peu dans un contexte de démocratie cancérigène, passez-moi l'expression, il y a un peu un trop-plein des cellules médiatiques. Nous devons voir quelle est la thérapie qu'il faut apporter pour être sûr que ceux qui travaillent dans les secteurs soient effectivement de personnes qualifiées dans l'esprit de la loi d'une part, mais aussi dans l'esprit du métier, à savoir nous avons des gens qui sont des experts, qui savent quoi diffuser quand il est 17h, quoi diffuser quand il est 23h et quoi diffuser quand il est 6h. Nous avons commencé par lancer un concours du logo à la télévision nationale, parce que les logos que nous avions, les couleurs qui étaient utilisées ne reflétaient même pas les couleurs du drapeau. C'était juste du jaune et du bleu et pas du rouge. On a reçu 700 propositions et pour chaque proposition, avec la déclinaison graphique, il y avait au moins 5 personnes qui étaient utilisées. Ça veut dire qu'on a réussi à avoir 3500 parce que la RTNC, c'est les médias le plus suivis. La preuve, lorsqu'il y a une gaffe, tout le monde le partage sur les réseaux sociaux. Et tout le monde disait que la RTNC, image échographique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est différent. Et donc, pour vous donner une illustration du défi qui était les nôtres, je pense que nous avons commencé ce travail de l'appropriation de notre propre narratif, mais c'est un travail qui doit se faire sur des années. Mais je pense que vous qui êtes des étudiants en communication, vous devez vous inscrire dans cette dynamique-là. Parce que lorsque votre pays est mal présenté, vous aurez du mal à émerger. Et pour qu'un pays évolue, il n'y a pas seulement les efforts que nous faisons en termes de réforme en interne, mais il y a aussi nos capacités à les présenter, les capacités à le raconter. En anglais, on dit les storytelling. Comment vous racontez les Congos? Est-ce que vous choisissez de les raconter sous les prismes de ses malheurs, ou est-ce que vous les choisissez de les raconter sous les prismes de ses bonnes nouvelles? Je vous donne un exemple et je vais terminer par là. Il y a 2 grands pays qui sont les maîtres de la propagande. Le premier, c'est les États-Unis d'Amérique. Si vous lisez l'histoire, vers les années 50, 51 ou 55, à la guerre du Vietnam, c'était une boucherie pour les Américains. Mais lorsque vous regardez l'industrie cinématographique américaine, qui est en réalité un autre outil de puissance, vous allez voir que nous avions des Rambo, nous avions des Terminators, nous avions des Delta Force, et chaque fois qu'il y avait des films qui rappelaient la guerre du Vietnam, il y avait toujours une unité spéciale qui venait délivrer les otages, qui venait sortir du bourbier. Et les Américains, lorsque vous regardez les cinémas, vous n'avez pas l'impression qu'ils ont perdu des hommes au Vietnam. Mais ça, c'est le narratif, c'est le storytelling. La deuxième chose, le deuxième pays, c'est la Russie. Qu'on ne vous trompe pas. Giscard Pousset m'en faisait mention tout à l'heure. Le monde est raconté aujourd'hui sous les prismes, je ne suis pas en train de faire une excuse pour la Russie, mais le monde est raconté sous les prismes des médias occidentaux que nous suivons, qui ont banni les médias russes sur les continents européens parce qu'ils considèrent que c'est des médias de propagande. Bon, les leurs ne les sont sûrement pas, s'il faut regarder les choses sous leur prisme, mais sinon on regarde les choses sous notre prisme, ils les sont tout aussi, à des échelles différentes. Dans la bataille du narratif, qu'on ne vous trompe pas, les Russes ont beaucoup d'avance sur les Européens. La preuve, ils les font subir à travers la guerre hybride, entre guillemets, avec les réseaux sociaux et toute la machine, des infox, des mésinformations, des désinformations, etc. Ce n'est pas des choses qui sont peut-être recommandables, mais à l'échelle des États où vous avez des confrontations permanentes des intérêts, les pays doivent s'équiper, y compris pour faire ces types de campagnes. Un point sur lequel, dans cette guerre engagée avec le Rwanda, où les Rwandais sont tout le temps malmenés, c'est le point de la communication. Parce que dans la bataille du narratif, nous avons un adversaire en face. Un exemple concret qui s'appelle le Rwanda. Et dans la guerre contre le Rwanda, qui en réalité dure depuis 30 ans après les génocides, parce que c'est après les génocides que nous,
nous avons commencé à payer les conséquences d'un drame rwando-rwandais. C'est peut-être pas le cadre pour en parler. Mais nous faisons une bataille sur 5 fronts. On a le front militaire. Le front militaire, le pays il est toujours lourd. Que ce soit en termes d'acquisition de matériel, que ce soit en termes d'engagement de troupes, parce qu'il y a forcément des morts, il y a forcément des déplacés. Nous avons le front diplomatique, le front judiciaire, le front économique et le front médiatique. Je vais me focaliser sur le front médiatique parce qu'il faut arriver à comprendre les motivations de la guerre du Rwanda qui sont économiques. Ça nous impose d'avoir une stratégie économique pour le permettre de les contrecarrer, d'où l'action qu'on a engagée contre ECOL, vous avez suivi. C'est aussi judiciaire, parce que depuis qu'il y a des crimes dans l'Est de la RDC, principalement dans le Nord Kivu, on n'a jamais sanctionné, où il y a la bataille du narratif. Parce que qu'est-ce que Kagame raconte? Il dit qu'au Congo, il y a des discours de haine. Alors, je parle à des étudiants ici à l'IFASIC. Est-ce que vous avez déjà été témoin d'un discours de haine dans votre environnement contre un Congolais qui a un phénotype, je dirais, Tutsi ou Hutu? Ça n'existe pas. Nous sommes 100 millions d'habitants. Évidemment, il peut y avoir 2-3 cas, mais on ne peut pas s'effondrer sur ça pour dire, voilà, au Congo, il existe un discours de la haine. Non. Il y a le fameux prétexte des réfugiés congolais au Rwanda. Bon, d'abord pour commencer, il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et même de ce point de vue, nous avons fait des discussions autour du HCR, nous avons préparé un plan et nous avons une condition pour tous ceux qui se disent réfugiés congolais au Rwanda. Ils doivent être en mesure d'identifier tout au moins leur moami, leur chef, leur territoire. Comme ça, on peut arriver à retracer leur tableau généalogique pour qu'on ne se dise pas qu'on a exporté des gens qui n'étaient pas originaires du Congo. Et l'autre prétexte permanent, c'est la présence des forces génocidaires, etc. Mais ils sont là depuis 30 ans. Ils ont toujours été combattus par nous-mêmes et par les Rwandais. Et donc vous avez comme ça un narratif qui s'effondre en réalité sur des choses qui sont, si elles existent, qui sont minimes, mais qui sont gonflées et multipliées, notamment avec les moyens modernes, l'intelligence artificielle, etc. Parce qu'il faut soutenir à tout prix la guerre dans l'Est de la RDC qui nous fait vivre économiquement. Et donc, de ce point de vue, vous, comme étudiants, praticiens de la communication, vous avez une responsabilité.